9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Ces 30 dernières années, c'est un euphémisme, rares sont les quotidiens à avoir été créés. Encore plus rares sont ceux à avoir duré et à exister encore. Eh bien, c'est le cas de L'Opinion, journal papier et journal numérique lancé en 2013. Il fête son 2000e numéro, il publie son 2000e numéro tout en le fêtant aujourd'hui. Une étape importante dans son histoire avec un nouveau coup éditorial. Il y en a déjà eu quelques-uns en 8 ans. Une contribution exceptionnelle, un texte du chef de l'État, Emmanuel Macron. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes le président de L'Opinion, vous êtes également le directeur de publication, le cofondateur ou le fondateur. Les auditeurs d'Europe vous connaissent bien puisque vous êtes à l'antenne chaque matin à 7h50 pour votre édito politique. Donc 2000 numéros. Qu'est-ce que vous dites quand vous regardez ce chiffre 2000 ? Qu'il en reste tellement plus à faire que c'est voilà, un encouragement. Ah bon, parce que dans l'édito que vous écrivez ce matin, que vous signez, vous parlez d'immense fierté. Oui, bien sûr, mais je ne veux pas trop, la ramener. Une fierté, je veux vous dire, ma principale fierté, c'est l'équipe qui est là et qui a fait avec moi ces 2000 numéros. C'est un travail considérable et surtout, tous ceux qui sont là depuis le début, ils sont assez nombreux, qui avaient quitté leur job à l'époque, qui était job dans des grands groupes de presse, pour venir dans une petite start-up. Ils ont fait un pari, un acte de confiance qui est formidable et que je ressens tous les jours. Oui, parce qu'à l'époque, il y a 8 ans, on disait déjà que la presse écrite, c'était mort. La presse papier, c'était foutu. Bien sûr, c'était foutu. Il n'y avait pas d'avenir pour le print, comme on dit. Le digital, le numérique, le web devait tout écraser. Bon, moi, j'avais une analyse différente qui était la suivante, que j'ai surinée des milliers de fois. C'est Internet, c'est l'audience. Et là-dessus, il n'y a absolument aucune contestation possible. Internet, c'est l'audience. Le papier, c'est l'influence. Et je me suis rendu compte très vite que ce que je pressentais était exact. Ce qui est imprimé marque davantage et en tout cas crée un moment d'influence plus facile à repérer. Et c'est comme ça qu'on s'est installé. Très très bonne analyse. On va revenir sur la courte et jeune histoire de L'Opinion. Nicolas Bétou, avant ça, on va regarder ce que vous proposez pour ce 2000e numéro. Vous avez demandé à une cinquantaine de personnalités d'imaginer ce que pourraient être les sujets du numéro 3000 en 2025. Et parmi elles, il y a Emmanuel Macron qui signe ce texte. Ma France de 2025, c'est le titre de sa contribution. Que vous dit-il ? Il dit qu'il a, il le dit pas aussi brutalement que ça, mais qu'il a envie d'être aux manettes en 2025. Et il a, d'abord, je voudrais dire à quel point c'est un honneur pour nous d'avoir réussi à obtenir du chef de l'État qu'il se coule dans l'exercice. Pas très simple non plus, de prévoir ce qui peut se passer dans 4 ans. D'ailleurs, il le dit, alors j'ai un petit avantage sur les autres, j'ai moins à prévoir, je le cite, ce qui va advenir qu'à projeter une vision, une aspiration. Un petit avantage sur les autres contributeurs. Et donc, il nous donne ce qu'il espère être les unes qu'on publiera en 2025 sur la jeunesse, l'industrie, au fond, une façon qu'il a de dire qu'il espère être là pour une renaissance, c'est le terme qu'il emploie. En même temps, c'est une ébauche de programme qu'il fait là. C'est une ébauche de programme, avec un mot assez élégant et assez étonnant. Je suis un optimiste de la volonté. Et donc, on voit bien que le personnage est tout entier tourné vers ce qui va se passer l'an prochain et ce qui peut se passer dans les 5 années suivantes, avec la volonté, il le dit, le retrouver l'esprit de conquête de 2017. Vous étiez proche à la base. Comment avez-vous obtenir la contribution du président de la République en personne ? Surtout pour un exercice aussi difficile qui engage l'avenir, justement, à qui on peut ressortir dans quelques mois, dans quelques années, ce qu'il a écrit précédemment pour vous. Oui, en demandant, tout simplement. J'allais dire, les choses se sont passées il y a assez longtemps, parce que ce genre de numéros, on les voit venir. Bien sûr. C'est assez facile à prévoir. Donc on a monté cette affaire avec le rédacteur en chef de L'Opinion, Rémi Godot, qui est vraiment un journaliste formidable et d'une implication totale depuis le début. C'est un des hommes clés de cette aventure. On a fait une liste de souhaits possibles et puis on s'est lancé, on a demandé à Emmanuel Macron, à son équipe, son équipe en tout cas a été intéressée par le sujet et cette espèce de petit défi qu'on lançait à tout le monde. Voilà, et on a appris très tard, en fait, on a eu le texte hier après-midi. Au fond, jusqu'à hier après-midi, parce que c'est ça, c'est la loi du genre. Il y a là-dessus aucune critique possible. Nous n'étions pas sûrs de l'avoir, parce que le calendrier d'un président, il est évolutif en permanence, il est imprévisible. Je vous donne un exemple. Quand j'ai appris vendredi dernier cet atroce attentat, l'égorgement d'une policière à Rambouillet, je me suis dit, ok, tout est bouleversé pour la semaine prochaine, je ne sais pas comment ça va tourner.
tant pis, on fera sans Emmanuel Macron. Et ben non, voilà, on a eu la chance de le faire. Alors Emmanuel Macron n'est pas le seul à imaginer pour vous ce que sera notre société dans 4 ans. Vous avez également demandé à des grands patrons, à des ministres, à des artistes, contributions qui sont publiées dans un cahier spécial. Qu'est-ce que vous en retenez ? Je retiens d'abord que les gens, dans la plupart des cas, alors je vais vous dire, je ne vous dirai pas qui, secret absolu, mais certaines contributions ont été, disons, moyennes, et on les a renvoyées aux auteurs en disant essayez de retravailler un petit peu. Alors, il n'y en a pas beaucoup qu'on a renvoyé, mais il y en a. Et là aussi, c'est un exercice, c'est un constat qui est formidable, c'est que ces gens-là, quand ils sont devant une feuille blanche, tout puissants qu'ils sont dans leur métier, ils deviennent plus humbles et ils ont accepté de se remettre au travail pour ceux tous à qui personne ne s'est assis sur sa dignité, a dit non, c'est à prendre ou à laisser. Non, vraiment. Donc un grand merci à tous, un grand merci individuel et collectif à tous. Ce que j'en ressort, c'est souvent beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, vraiment, des gens qui se déportent complètement et qui se placent dans des situations assez étranges pour traiter un sujet dont ils sont chers. Je pense à Éric Dupond-Moretti qui nous parle des procès qui sont tous filmés dans 4 ans. Je pense à une des dernières contributions qui nous est arrivée, celle de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui fait un papier sur le fait que la Poste veut lancer un timbre à l'effigie d'Astérix et ça devient un énorme chantier parce que des députés de gauche, d'extrême gauche, commencent à critiquer le fait qu'Astérix, c'est une ode à la grossophobie, la maltraitance des animaux, les sangliers, etc. Et donc, cette affaire devient un buzz incroyable qui fait que la Poste retire bon, tout ça dit aussi ce que ce ministre et d'autres pensent de la montée de la censure ou la montée de l'autocensure en France, qui est évidemment un sujet très préoccupant. Voilà, je retiens aussi 2 petits éléments assez intéressants sur le plan politique. 2 contributeurs prennent, 3 en réalité, mais l'un de ces 3-là, et Jordan Bardella, ce n'est pas très étonnant, mais prennent l'hypothèse que Marine Le Pen est élue. Je pense à Manuel Valls en particulier. Il fait un texte dans lequel Marine Le Pen est élue, mais au bout de 4 ans, elle est déjà impopulaire. Mais voilà, ça dit quelque chose. Et par ailleurs, pour le reste, les gens se placent dans un moment où la France aura retrouvé une partie de sa joie de vivre quand même. Ouais, et la 3e personne qui écrit à ce sujet cette politique fiction et qui voit Marine Le Pen élue, c'est l'une de vos journalistes, Nathalie Segaune, qui imagine ce que serait la France avec Marine Le Pen à sa tête. Elle écrit que Marine Le Pen est remodelée par les institutions et qu'elle n'incarne plus l'extrême droite. C'est une possibilité que vous imaginez, que vous craignez, la victoire de Marine Le Pen ? Alors, en tout cas, c'est une possibilité. Nathalie Segaune a fait un travail formidable et qui est très compliqué pour un journaliste, c'est de se projeter, de faire des scénarios fiction. Donc elle fait 3 scénarios, la victoire d'Emmanuel Macron, la victoire de Xavier Bertrand, la victoire de Marine Le Pen. Jusque-là, on prend des cartes qui ne sont pas biaisées, elles existent toutes les 3. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si vous demandez de but en blanc qu'est-ce qui est nouveau dans la politique et qu'est-ce qui est nouveau dans ce qu'on peut dire de l'élection présidentielle, ce qui est nouveau, c'est que Marine Le Pen peut gagner l'an prochain. Ça ne veut pas dire qu'elle va gagner. Bien entendu, dans mon esprit, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle gagne. Moi, je dirige et j'ai fondé un journal libéral, et vous pensez bien que Marine Le Pen n'est pas libérale. Donc, c'est pas du tout mon point de vue. Et pro-européen. Et pro-européen. Qui ne réclamait pas le retour au franc du tout. Et Marine Le Pen n'est pas spécialement pro-européenne. Donc, voilà, mais elle peut gagner, c'est un fait. J'ai appris que cette citation n'était pas du président Chirac, mais qu'il l'avait empruntée au physicien danois Niels Bohr. Il est difficile de faire des prédictions, surtout quand elles concernent l'avenir. On continue de parler de l'avenir et du quotidien du journal L'Opinion avec son président et fondateur, Nicolas Bétou. À tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Nicolas Bétou, le président de L'Opinion, qui publie son 2000e numéro aujourd'hui, qu'on peut retrouver en numérique et aussi en kiosque, car c'est un journal papier. C'est aussi pour ça que ça nous fait plaisir d'en parler. Il y a 4 ans, c'était en mai 2017, vous avez publié votre numéro 1000. Et qu'aviez-vous fait alors ? Eh bien, la même chose. Un cahier spécial avec les prévisions de 50 personnalités, différentes ces personnalités de celles que vous avez sollicitées cette fois-ci. Prévisions pour le numéro 2000, donc pour le 29 avril 2021, donc
pour aujourd'hui. Alors c'est très intéressant de regarder, voir s'ils ont donné la bonne météo, ce qu'ils avaient écrit. Parfois c'est un peu cruel, il faut dire que l'exercice est difficile. Il y en a qui se sont bien trompés quand même. Oui, mais je crois qu'il faut... Moi je regarde toujours ça avec beaucoup de modestie parce que... Vous êtes trop sympathique, alors je vais les citer. Non, parce que il y a un expert en intelligence artificielle, Jean-Gabriel Ganassia, qui prédisait l'effondrement du Bitcoin. C'est le contraire qui s'est produit. Le cours s'est envolé, il a été multiplié par 40 en 4 ans. Oui, mais j'allais vous le citer parce que figurez-vous que aujourd'hui, un grand banquier de la place, il s'appelle Philippe Brassac, c'est le patron du Crédit Agricole, lui fait la prévision que le Bitcoin va s'effondrer dans les 4 ans. Donc ça veut dire que c'est toujours dans les charts. Hein. Ouais. Ça veut dire que c'est toujours une possibilité que, en tout cas, le monde de la finance a en tête. Non, ce que je voulais dire, c'est que il nous arrive à nous, rarement bien sûr, il nous arrive à nous journalistes de nous tromper aussi dans nos prévisions. Et donc je suis très humble et très indulgent pour ceux qui se sont trompés il y a 4 ans. Combien de fois j'ai entendu dans les années 80 qu'il n'y aurait plus de pétrole à partir de 2000 ? Ben voilà. Et que chacun aurait son avion personnel à partir de 2010. Exactement. On attend toujours. Il y a aussi l'économiste Jean-Marc Daniel qui prédisait l'adoption de l'euro par l'Écosse. On n'y est pas. Est-ce que vous allez garder la même idée pour le 3 millième numéro de l'opinion en 2025 ? Sur l'Écosse, on n'y est pas, mais ça pourrait se faire. Hein. Si l'Écosse vote son indépendance, elle peut très bien rejoindre l'euro en se séparant de la Grande-Bretagne. Est-ce que je vais faire la même chose pour le 3 millième anniversaire ? Déjà, on vous souhaite d'arriver au 3 millième numéro. Merci, déjà, c'est la première chose. Merci. Ce qui est, peut-être qu'on changera de dimension et qu'on demandera un exercice plus difficile d'imaginer la une du numéro 10 000, ouais. Pourquoi pas ? Mais c'est encore plus facile parce qu'en même temps, c'est plus compliqué à vérifier. C'est l'exercice le plus cruel, je pense, que vous avez fait là. Ouais. Une prédiction en 4 ans, c'est très difficile. Ouais. Ça fait donc 8 ans que vous avez lancé l'opinion, Nicolas Béthou. La presse ne se portait déjà pas très bien à l'époque et vous racontez avoir eu quelques difficultés à lever de l'argent, mais vous y êtes parvenu avec un objectif précis en tête. Vous en aviez parlé, c'était sur Europe 1, 5 jours avant la parution du premier numéro en mai 2013. Ce qui est surtout important, c'est d'arriver à lever suffisamment de capitaux pour tenir 3 ans qui me semble être la durée nécessaire pour arriver à l'équilibre. 3 ans pendant lesquels il faut faire vivre une rédaction de haut niveau, puisque une des clés du projet, c'est des journalistes de haut niveau qui sont capables de faire de l'information à valeur ajoutée pour sortir d'un espèce d'océan dans lequel vous trouvez à peu près toute l'information, généralement quelconque, et gratuite. Nous, on veut avoir une information typée, avec une ligne éditoriale, de la valeur ajoutée, et pour ça, il faut des journalistes de haut niveau. Vous vous rappeliez de cet extrait ? Je me rappelais non pas de cet extrait-là, mais de ce que je disais à l'époque, oui, en effet. Oui. Donc, cet argent devait vous permettre de tenir 3 ans, ça fait donc 8 ans, l'objectif a été atteint. Ceci dit, est-ce que vous avez eu peur de ne pas y parvenir durant ces 3 premières années ? Des dizaines de fois, et même après ces 3 premières années, parce que je dois confesser que nous n'étions pas à l'équilibre au bout de 3 ans, nous allons atteindre l'équilibre là. On a eu des aventures et des mésaventures, parce que la vie d'une entreprise, en général, c'est des hauts et des bas, et la vie d'une entreprise de presse, en particulier, c'est des bas et des hauts. Il y a 2 choses que vous disiez. Non, pardonnez-moi, vous avez misé sur des journalistes... des grands très professionnels à votre lancement, Ludovic Vigogne pour la politique, Jean-Dominique Merchet, spécialiste de la défense, Claude Leblanc pour l'international. Évidemment, la liste est non exhaustive. Des signatures. Ce choix, on le comprend. C'était difficile de faire venir avec vous des gens de ce calibre-là ? Oui, très difficile parce que, encore une fois, ils étaient tous, je le disais il y a un instant, installés dans des rédactions très compétentes, très qualifiées, très reconnues, avec des moyens très importants à leur disposition. Que vous n'aviez pas. Qu'est-ce que vous leur avez promis pour qu'ils changent de crèmerie, si je puis m'exprimer ainsi ? Plusieurs choses. D'abord, l'aventure. L'aventure dans un métier qui se regardait un petit peu dépérir, et ce sont des gens qui ont l'esprit à ça. Deuxièmement, la liberté. Je les ai tous fait venir sur un projet de créer un journal libéral, pro-business, pro-européen, en leur disant, je veux des angles, je veux pas que vous racontiez l'actualité, je veux que vous racontiez l'analyse de cette actualité. D'où le nom, l'opinion. Parce qu'on n'a pas encore explicité. Mais avec une grande liberté. C'est-à-dire que moi, je considère que ces gens-là qui sont tous, chacun dans leur spécialité, beaucoup plus forts que moi, peuvent apporter ce que la liberté leur donne dans l'exercice du métier. Et puis, je leur donnais la
promesse qu'on tiendrait au moins 3 ans. Voilà, ça fait 8 ans que la plupart sont là et franchement, c'est, je le disais tout à l'heure, une grande partie de ma fierté. Alors l'opinion a évolué depuis 2013. Il y a 3 ans, vous avez passé un accord avec le Wall Street Journal pour publier certains de ces articles chaque jour. L'objectif était d'étoffer votre offre éditoriale pour attirer de nouveaux lecteurs et vous permettre d'être rentable. Est-ce que vous l'avez atteint? Pour dire les choses de manière prosaïque, est-ce que l'opinion gagne de l'argent? Non, l'opinion ne gagne pas d'argent. L'opinion, seul le quotidien ne gagne pas d'argent, ou plutôt même, je veux dire carrément, perd de l'argent comme tous les quotidiens pris stricto sensu. En France, tous les quotidiens perdent de l'argent. Simplement, les groupes de presse utilisent la marque pour faire des colloques, des conférences, étendre la marque à d'autres activités qui permettent, dans certains nombres de cas, de équilibrer les comptes. Mais l'activité d'un quotidien stricto sensu, le print, est systématiquement déficitaire, ce qui est notre cas. Nous devions être à l'équilibre ou quasiment l'année dernière, mais je ne vous apprendrai rien en vous rappelant qu'il s'est passé une petite crise. Il y a eu les gilets jaunes, et avant ça, il y a eu les gilets jaunes. C'était bon, pour nous, c'était formidable en actualité, mais surtout la crise du Covid. Mais les kiosques ont été fermés. Les kiosques ont été fermés, mais en diffusion, en abonnement, c'était formidable. Non pas la crise elle-même, mais ça nous a donné beaucoup de matière. Non, l'année dernière, la crise du Covid nous a touché 2 fois. Si vous voulez, dans mon chiffre d'affaires, j'ai à peu près 60% de vente de contenu. Je produis des articles, des vidéos, des podcasts, etc. Et on les vend. 20% de chiffre d'affaires qui vient de la publicité et 20% qui vient des colloques, conférences, séminaires, etc. Cette dernière activité a été dévastée l'an dernier et la pub a été quand même assez largement touchée. Donc, non, je ne suis pas encore à l'équilibre. Nous avons depuis 18 mois complètement élargi notre base en faisant l'acquisition d'un des plus anciens journaux de la place. La GFI. La GFI, voilà. Oui, j'explique pour les non-initiés, c'est un poids lourd de l'information financière. Le but, c'était lequel? Alors le but, c'était formidablement simple. On avait créé une marque, l'Opinion, qui disait nous produisons de l'information à valeur ajoutée, de l'information générale et politique, et nous avions fait l'analyse qu'il fallait ensuite qu'on descende, qu'on fasse des médias, ce qu'on appelle verticaux, c'est-à-dire des grandes spécialisations. Là aussi, on peut faire payer l'information, et parmi ces médias ultra spécialisés, il y a l'AGFI, Information financière, comme vous le disiez, qui est une des plus anciennes marques de France, début du XXe siècle, et que nous avons acquis il y a 18 mois. Un mot pour finir, une des particularités de l'Opinion, c'est de proposer un dessin en une. C'est le seul quotidien national à le faire avec Le Monde, un dessin de CAC. Pourquoi ce choix ? D'abord parce que CAC est formidable. Ensuite parce que au début, je vous le dis très rapidement, on n'avait pas de dessin, on avait une photo, c'était assez banal. On a cherché un dessinateur. Un dessin de presse, c'est un éditorial. Et on est tombé... Je l'ai recruté par Internet, CAC. Il faisait un métier très différent. Et puis, il a changé de vie avec nous. Il nous a rejoints. Il est totalement emblématique de ce que nous sommes. Il est libre, il est engagé. Il a une vision libérale des choses. Et il a un talent absolument formidable. Et il nous aide à faire passer des idées. Et dans quelle mesure est-il bordé? Vous avez vu qu'il y a plein de journaux américains qui ont arrêté de diffuser des caricatures parce que ça pouvait heurter tel ou tel, et quand bien même dans un pays étranger. Mais nous, on est à l'inverse et on veut continuer à publier des caricatures. Merci beaucoup Nicolas Béthou, vous êtes le président de l'Opinion qui publie aujourd'hui son 2000e numéro. Il est en kiosque et en numérique avec un texte d'Emmanuel Macron et des contributions de 50 personnalités pour savoir à quoi va ressembler, selon eux, selon elles, la France de 2025. Et puis demain, je précise qu'on est au grand chiffre. Demain, c'est la 400e de Culture Média. On fera appel à personne, on gardera l'équipe.